C'est à la deuxième partie. Donc là, j'ai parlé vraiment de manière très, très générale des hégémonies linguistiques et on va aller un peu plus en profondeur. Euh, oui, en sciences de gestion, on a déjà commencé à le faire, mais un peu plus en ce qui concerne les chercheurs francophones que nous sommes. Euh, mon propos à partir de maintenant va beaucoup être basé sur l'article que j'ai déjà mentionné, qui a été coécrit avec Céline Berrier-Lucas, publié dans Critical Perspectives on International Business. Donc, ce qu'on a dit, moi, ce que je vais surtout essayer de démontrer ici, c'est que euh, on a tendance à se concentrer beaucoup sur l'hégémonie de la langue anglaise. Ça fait 30 ans, au moins en sciences de gestion, que cette hégémonie de la langue anglaise est documentée. Donc, beaucoup s'y sont intéressés. Mais avec ma co-autrice, ce qu'on s'est dit, c'est, hmm, et si on s'intéressait aussi aux autres langues hégémoniques, qu'est-ce que ça pourra représenter comme perspective future, comme piste future de recherche? Si l'on parle, par exemple, d'hégémonie de la langue française, est-ce qu'il y a des choses à écrire là-dessus? Est-ce qu'il y a des recherches à faire en sciences de gestion, etc., etc. Donc, notre réponse au bout de notre réflexion était oui, si on s'intéresse à l'hégémonie de la langue française, non seulement on va compléter la littérature qui est un peu trop concentrée sur l'hégémonie de la langue anglaise. Hein. La bulle qui est plus grande ici représente cette domination de la langue anglaise dans l'analyse. Hein, voilà, comme objet d'analyse cette fois. Et donc, on s'est dit, ben, peut-être qu'on n'est pas nombreux comme chercheurs en gestion comparativement aux collègues anglophones. Et même nos revues en gestion francophone sont moindres par rapport à celles en anglais, mais au moins, si on arrive à démontrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire en se focalisant cette fois-ci sur la langue française, peut-être que ça va enrichir la littérature. Et on invite aussi les autres communautés, les autres collègues des autres communautés hispanophones, lusophones, arabophones, etc., etc., à faire pareil. Donc, dans la littérature en management en général, ça inclut la comptabilité, le GRH, études des organisations en général, stratégie. Les chercheurs qui ont travaillé sur la thématique de l'hégémonie linguistique, dans leur majorité, se sont beaucoup focalisés sur deux principales choses. Soit l'anglicisation dans les entreprises, c'est-à-dire surtout dans les multinationales qui imposent à partir de leur siège social que les divisions et les succursales dans le monde adhèrent à une seule langue qui sera la langue de l'entreprise. Donc, les études sont nombreuses sur ce phénomène-là. Donc, les pratiques en entreprise, l'hégémonie linguistique vécue en entreprise et la deuxième thématique, c'est l'hégémonie linguistique, mais vécue dans l'académie même, en sciences de gestion. Donc, quand on regarde la littérature, ça se résume à ces deux-là, donc l'anglicisation en entreprise et la domination de l'anglais dans l'académie. On ne parle pas des autres langues coloniales ou majeures comme le français, l'espagnol ou le portugais. Si on en parle, c'est en tant que langue victime de la domination de l'anglais. C'est dans cette position-là qu'on va mettre le français, l'espagnol et le portugais.
hein, donc en tant que victime de la domination de la langue anglaise, à la fois en entreprise et dans l'académie. Il y a quand même des exceptions, mais c'est très, très rare. Et ces exceptions ont porté sur le portugais et l'arabe. Donc, quand on regarde la littérature des 30 dernières années, il y a zéro article sur l'hégémonie de la langue française en sciences de gestion. Voilà la situation. Qu'est-ce qu'on a regardé pour arriver à ce constat-là? Ben, comme je l'ai dit, on a fait une revue euh, problématique de la littérature et on a regardé tant du côté des revues anglophones que du côté des revues francophones. Et le constat demeure le même, c'est-à-dire il y a une surfocalisation sur l'hégémonie de la langue anglaise et sur les inconvénients de cette hégémonie. On ne va pas discuter des inconvénients, il y en a. Moi, je parle même de danger, de risque. Ça, on ne va pas le nier. Mais vu tout ce qui a déjà été documenté, tout ce qui a déjà été examiné, tout ce qui a déjà été démontré, nous, on s'est dit, faut peut-être pas passer à autre chose, mais compléter cette démonstration de l'hégémonie de la langue anglaise, la compléter par la démonstration aussi de l'hégémonie des autres langues. Et comme ça, on démontre une complexité de ce phénomène. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est de dire le phénomène est bien plus complexe. Ce n'est pas seulement la dichotomie anglais et autres. Cela ne se réduit pas à cette dichotomie-là. Il y a une complexité, mais vraiment importante quand on discute d'hégémonie linguistique. Donc, ce que nous, on propose, c'est allons voir du côté de la francophonie. Hein, c'est ce qu'on appelle actuellement, c'est l'appellation qu'on utilise pour désigner la communauté où on va trouver les personnes et les pays qui parlent le français. Mais retournons aussi dans l'histoire, hein, dans l'Empire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'hégémonie de la langue française quand on regarde l'histoire coloniale. Et dans l'histoire coloniale, il y a eu des entreprises. Parce que là, on est en gestion, hein, on n'est pas en sciences humaines. Et même quand on parle d'histoire coloniale, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment les affaires, comment les entreprises, comment le commerce dans ces temps-là imposait aussi, au-delà des injonctions économiques aux colonies, comment ces entreprises imposaient aussi la culture française, les façons de voir le monde qui viennent de la métropole. Donc voilà, si on revient un peu dans l'histoire, on va trouver que il y a je vais revenir à ces trois-là, mais par exemple, la compagnie des Indes, là, française, du côté euh, surtout de l'océan Indien, on va quand même trouver que il y a au-delà, comme je l'ai dit, des injonctions économiques, on a vu que c'était une manière aussi de diffuser ce qui était considéré comme les bonnes façons françaises de faire les choses. Voilà. Alors ça, c'était dans les colonies. Mais si on revient dans l'histoire, cette hiérarchisation des langues s'est même opérée à l'intérieur même de la France. Déjà, je pense dans les 15e siècles, les Bretons, par exemple, étaient infériorisés à cause de leur hégémonie, entre guillemets, langue considérée comme pas propre, c'est pas le bon français, c'est provincial, c'est inférieur. Donc là, on va dire la colonialité linguistique existait même à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Europe. Ça se voyait aussi en Allemagne, ça se voyait dans l'Empire britannique, ça se voyait dans la russophonie aussi.
Donc, c'est une longue histoire, hein. Donc, si on veut en savoir un peu plus, on peut regarder dans l'histoire et plus particulièrement l'histoire de ces grandes entreprises coloniales qui ont servi à la fois à l'impérialisme économique et politique, mais aussi à l'impérialisme linguistique dans différentes parties où l'Empire français était présent. Donc, c'est une invitation aussi à l'intégration de l'histoire à la recherche en gestion. Heureusement, ça va, on avance quand même. Il y a de plus en plus de nos collègues en gestion qui utilisent des approches historiques, mais s'il y a ces approches historiques, on ajoute une réflexion sur la langue. Je pense qu'on peut avoir des recherches très, très intéressantes. Donc, l'Empire français et la francophonie peuvent être des terrains intéressants de recherche sur l'hégémonie linguistique. En plus, la France est quand même un pays où sont logées des grandes entreprises, des premières dans le monde. La première cosmétique dans le monde est française, la première cimentière dans le monde est française, une des premières pétrolières entreprises énergétiques dans le monde est française, etc., etc. Donc, la France est aussi un pays de géants, de multinationales, d'industries qui font impact partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est le monde des affaires. Quand on regarde après dans l'académie, la France a quand même influencé aussi historiquement la recherche et l'enseignement dans des pays francophones anciennement colonisés par celui-ci. Donc, voilà, du côté asiatique, du côté subsaharien africain aussi, et caribéen, on va trouver cette influence de la France, non seulement dans l'organisation sociale, dans l'organisation des affaires, mais aussi dans l'académique. Voilà. Donc, il est temps d'élargir le champ d'investigation à cet espace non encore examiné hein, quand on parle d'hégémonie linguistique. Donc, il faut décentrer la recherche. La recherche est pour le moment trop centrée sur l'hégémonie de la langue anglaise, mais il faut décentrer cette recherche-là et aller voir les autres périphéries parce que ces périphéries-là sont multiples. Donc, on vous propose, avec ma co-autrice, quelques thématiques qui, jusqu'ici, nous, on a fait notre recherche, là, on a publié l'article en 2025, je ne sais pas ce qui s'est fait depuis, mais à notre connaissance, sur les thématiques qu'on a listées ici, il n'y a pas beaucoup de recherches, alors qu'il n'y a presque pas de recherche, alors que ce sont des thématiques très intéressantes qui peuvent nous révéler, nous corroborer la complexité de l'hégémonie linguistique et peut-être, hein, on va le souhaiter, pourrait aussi nous apporter des stratégies contre-hégémoniques parce qu'il en faut, il nous faut des stratégies contre-hégémoniques. Si l'on regarde du côté du monde académique, par exemple, il y a des éditeurs, il y a des revues, notamment chez nous, on pourra peut-être en parler pendant la période d'échange à la revue de l'organisation responsable. On essaie de développer des micro-stratégies de résistance à l'hégémonie linguistique. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais je pense que c'est intéressant aussi d'orienter vers la recherche vers des expérimentations ou des expériences qui visent le développement de ces contre-hégémonies-là. Donc, voici quelques thématiques, si ça pourrait vous intéresser, dépendamment de vos champs d'expertise et de recherche. Notamment, le manque d'opportunités professionnelles pour les locuteurs non natifs du français. Alors, ces manques d'opportunités professionnelles, ça peut être
en France même, hein, en métropole, ou dans les territoires ultramarins, ou dans les pays anciennement colonisés par la France. Donc, quand on parle de locuteurs non natifs, ça veut dire des francophones, des gens qui parlent le français, mais ils ne sont pas natifs de la France. Ils sont souvent des arabo-descendants ou des afro-descendants. Et la littérature a déjà démontré que les non-natifs souffrent de leur statut de non-natif, même s'ils parlent la langue, mais les études ont surtout été menées dans la sphère anglophone. Donc, cette fois-ci, ce qu'on dit, c'est menant des recherches similaires, mais dans la sphère francophone, hein, et ça peut être une thématique intéressante, ce manque d'opportunités professionnelles des non-natifs. Deuxième possibilité, l'utilisation du français comme système de filtrage à l'embauche, à la promotion, et qui va donc privilégier des gestionnaires et des professionnels culturellement et linguistiquement proches de la norme française. Parce qu'au-delà de la langue, tel qu'on l'a dit depuis le début, c'est toute la culture qui est associée à cette langue, c'est toute la méthode de travail, le style, la manière d'être, la manière de faire, hein, c'est vraiment plus large que la seule langue d'usage. Donc, comment cela a servi dans le monde des affaires, en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, comme filtrage et comme offre de privilèges à certaines catégories de personnes en entreprise. Les modalités d'exclusion et de hiérarchisation dans les pratiques managériales, ça c'est une conséquence, hein, des deux premiers points qu'on a mentionnés. Quand on a de la difficulté à l'embauche à cause des barrières linguistiques, parce qu'on est non natif et on est un peu loin de la culture normalisée, quand on fait face aussi à ces systèmes de filtres, alors la progression de carrière s'en trouve affecté et ça peut se terminer par l'exclusion. Il y a aussi des situations de domination qui ne sont pas nécessairement explicites. Il y en a qui sont très explicites, mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir aussi les injonctions invisibles et les conséquences moins visibles de ces injonctions dans les relations d'affaires. Donc ça, c'est une autre thématique qui n'est pas du tout explorée. Et on peut continuer. On peut se concentrer aussi sur des régions très particulières. Jusqu'ici, là, j'ai mentionné des pays francophones, des territoires, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, Caraïbes, un peu les Pacifiques, l'océan Indien, mais on peut aussi se concentrer sur des espaces très particuliers où le problème est très exacerbé. Par exemple, les banlieues dans les villes françaises où on va trouver des citoyens français, mais qui souffrent de leur statut de, on va dire, statut de locuteur du français, mais de second ordre, donc qui vont avoir de la difficulté, à peu près la même difficulté vécue par des gens en dehors du territoire français. Donc, ça peut être un objet d'étude sur ces territoires très particuliers, là, donc les banlieues sur la métropole ou dans les espaces ultramarins. Deuxième thématique que je trouve et qui m'intéresse particulièrement, et je l'ai mentionné déjà un peu plus tôt, très succinctement, ce qui pourrait être intéressant aussi comme thème, comme objet de recherche, c'est ce phénomène actuellement, je le vois beaucoup à Madagascar et en discutant avec des collègues de l'Afrique francophone, ils m'ont mentionné aussi que ça existe dans différents pays francophones de l'Afrique subsaharienne, c'est ce choix délibéré des jeunes surtout, hein. On parle beaucoup ces derniers temps de la génération Z, très contestataire, notamment en Afrique contestataire de l'ancien colonisateur. Donc, c'est ce choix délibéré
d'aller vers d'autres langues, de privilégier d'autres langues pourtant hégémoniques. Donc, on pense tout de suite à l'anglais, mais aussi le chinois, le russe, d'autres langues qui sont associées à d'autres empires comme une forme de contestation. Donc, c'est quand même un paradoxe parce qu'on contexte une hégémonie, mais on adopte, en quelque sorte, on normalise une autre hégémonie. Et c'est un phénomène que je trouve mais fascinant quand on est chercheur intéressé à l'hégémonie linguistique. Puis, dernier point, euh, c'est pas encore le dernier point, mais on va y arriver. Un autre thème digne d'investigation, et ça, ça vient de moi tout particulièrement, moi qui vis, qui ai une identité, on va dire, duale ou double, j'arrive pas à trouver le bon adjectif, mais qui vit vraiment une ambivalence par rapport à la langue française. D'un côté, il y a mon identité malgache, donc de Madagascar, anciennement colonisée par la France, où on a vécu, on continue à vivre les injustices de cette hégémonie linguistique, culturelle, politique, économique de la France. Mais d'un côté, je suis aussi au Québec depuis longtemps. C'est mon pays d'adoption. J'adhère aussi à la contestation de l'hégémonie anglaise ici qui a infériorisé le peuple québécois, qui continue à être en situation de minorisation non seulement linguistique, mais culturelle. Donc, je suis vraiment tiraillée entre ces deux mondes-là, mais en même temps, selon moi, ça représente, je ne vais pas parler d'opportunité, mais vraiment un terrain, ça représente une réalité digne d'être examinée plus en profondeur. Et il y a très peu ou pas du tout de chercheurs qui s'intéressent à ce genre de phénomène. Ici au Québec, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent, qui accueillent, qui ont embauché des francophones qui viennent du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Et actuellement, il y a un grand débat au Québec, au Canada, sur le statut de ces travailleurs temporaires qu'on a fait venir à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais qui actuellement sont en train d'expulser, hein, pour utiliser le bon mot, alors que le critère langue française a été utilisé pour les attirer. Maintenant, on leur dit, ben, rentrez chez vous, on a assez de problèmes dans notre système de santé et d'éducation, on n'a pas les moyens de vous maintenir en permanence. Donc, ces phénomènes-là qui posent des enjeux aux entreprises qui emploient ces gens-là, qui les mettent en débat avec le gouvernement qui prend ces décisions-là, ben, c'est un phénomène aussi malheureux, mais digne de recherche pour nous. Voilà. Euh, dans le monde académique, il faut poursuivre à faire de la recherche sur effectivement la domination de l'anglais, chercher des stratégies contre-hégémoniques, mais il reste qu'à l'intérieur de la francophonie, il faut reconnaître qu'il y a aussi de l'hégémonie. Je peux vous dire que en tant que rédactrice en chef d'une revue, je vois beaucoup les hégémonies de cette langue française et les efforts faits par les collègues africains, surtout juniors, de s'aligner euh, avec les injonctions, hein, des revues francophones en gestion sans se poser des questions. Et des fois, je trouve ça, on va dire, euh, dommage, hein, de recevoir des manuscrits qui viennent du continent africain, mais qui ne mettent pas du tout en visibilité les perspectives africaines. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait de publier en anglais ou en français qui pose problème, mais le fait de s'auto-censurer, le fait de ne pas apporter les nouvelles perspectives, parce que ces auteurs-là, la plupart du temps, assument que pour être acceptés dans une revue francophone, il faut citer plutôt les grands penseurs français.
Donc, voilà aussi un phénomène qu'il faut surveiller de très près pour essayer de contester à notre niveau cette colonialité épistémique. Alors, je termine ici. Là, j'ai atteint les 27 minutes de présentation. J'ai laissé ici mon adresse d'email. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, je suis aussi sur le réseau LinkedIn. Oups, je ne vous vois pas. Vous me voyez toujours? On ne vous voit pas encore. On voit seulement les participants, mais peut-être que je ne suis pas sur la bonne page. Oui, Je là, suis je vous là. vois. OK, Ouais, ouais, le je vous vois. PowerPoint s'est enlevé. Mm. Parfait, mais vous pouvez euh, partager mon courriel aux participants, puis je reste disponible. Je ne réponds pas tout de suite, mais surtout que je suis en sabbatique, je tiens à préciser, Oui, mais, mais je reviens dans des temps raisonnables. Et- très bien. Parfait, merci beaucoup. Oui, Donc, Serge. on va revenir à plusieurs questions qui étaient dans le chat. Donc, on s'était arrêté sur la question oui, de Odoaro. Donc, sur Scopus, on avait fait, Otondio, on avait répondu à ça. Oui. Joseph Kaseke qui vous disait, la majorité, non, ça vous avez répondu également. Pardon. Il y a Non, il Rachid y en a qui se Akapo. sont rajoutés en dessous. Il y a Rachid Akapo qui vous disait, ne pensez-vous pas que l'hégémonie linguistique, notamment de la langue anglaise, par exemple, est le reflet au fait de la domination économique anglaise? Oui. Oui, oui, effectivement. Il y a, si cela vous intéresse, il y a un auteur spécialiste de parce que avec la domination économique, ça devient de l'impérialisme. Philipson. Donc, Philipson, c'est un auteur à lire si vous êtes intéressé par cet enchevêtrement de la domination linguistique avec d'autres dominations et notamment la domination politico-économique. Oui, Très c'est le bien. reflet de... ouais. Très bien. Et il y a Roland Onana qui demande l'hégémonie du français dans la recherche en Afrique subsaharienne n'est pas le fruit de l'incapacité des chercheurs africains d'écrire en leur propre langue maternelle. Oh non, je pense pas. C'est le système qui impose, hein. C'est le système de publication, etc., qui impose que quand vous voulez soumettre dans une revue francophone, surtout basée en Europe, ben, vous écrivez en français. Et encore, il y en a qui demandent d'écrire en anglais aussi, au moins pour le résumé. La partie résumé et mots-clés, on vous le demande en anglais aussi. Donc, c'est pas c'est pas que les chercheurs, si j'ai bien compris la question, selon moi, c'est pas un manque de volonté des chercheurs africains. Ils ont une carrière à gérer aussi, ils veulent progresser comme tout le monde dans leur carrière, donc ils se soumettent à cette injonction-là, donc il n'y a pas d'autoculpabilité à se faire, je pense, Mhm, c'est le système qui s'impose. Après, quand on se rend un peu plus senior, on peut participer à des collectifs qui visent à contester cette hégémonie-là, comme ce que moi j'essaie de faire avec mes collègues, on peut écrire là-dessus, etc. Puis, entrer en tant qu'éditeur de revue pour changer des choses. Je ne vous dis pas que notre revue actuellement reçoit toutes les langues, mais au moins il y a des petites stratégies qu'on peut utiliser pour essayer de faire des micro-changements. Mais le système est tellement énorme et puissant que non, non, même avec toutes Et les volontés du monde. professeur, professeur Ambassadeur, je, je pense que derrière cette question-là, il y a une question relative à la place des langues africaines, au fait. C'est plutôt ça. Mhm. C'est-à-dire l'effacement des langues africaines Oui, oui, face c'est au français. évident. Donc, je pense que sa question est relative à ça, au fait. C'est que les chercheurs africains, on peut pas écrire dans nos langues maternelles, d'où l'hégémonie du français. Exact, oui, notamment, mais par contre, ça découle encore de toute l'influence depuis la colonisation, quand on nous a dit oubliez vos langues locales, ça vaut rien. Puis il y avait même des sanctions, hein,
imposé dans des écoles qui essayaient d'apprendre aux élèves les langues locales. Alors, un auteur très contestataire, mais il écrit dans sa langue locale, mais il écrit aussi en anglais, c'est Ngunji wa Thiong'o, Yes. qui déplore beaucoup cette situation. Mais en Ok. effet, oui, on nous a trop, en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone, on nous a formaté tellement que nous-mêmes, on n'arrive plus à écrire dans nos propres langues natales. Oui. Après, il y a une autre question, Serge, mais pardon, hein, Serge, j'ai mis la référence du professeur dans le chat là pour tout le monde. Et c'est vraiment une d'accord. très importante référence sur la question de la langue africaine dans l'esprit, hein. C'est lui qui parle de la Mhm. décolonisation de l'esprit, et pas la langue. Donc, je mets son nom là pour tout le monde. Je vais vous mettre des références. Désolé, Serge, vas-y. Il y a une question qui est posée là, mais je ne sais pas comment vous la posez. Parce que... Ah, ok. Émerger. Ok, bon, bref. Bon, je pense qu'il a reformulé. Face à l'hégémonie linguistique, que conseillez-vous à un jeune chercheur francophone pour émerger, bon, c'est pas avec dans l'écosystème de la recherche en sciences de gestion? Ah, je vais en même temps faire de la pub, aller dans les ateliers doctoraux et les workshops d'écriture. Je pense que je pense que c'est vraiment dans ces endroits-là, dans ces espaces-là, qu'on peut discuter de ces problèmes-là. On ne peut pas tout résoudre d'un seul coup, mais se mettre en collectif, moi, je conseille beaucoup aux jeunes chercheurs d'aller vers des collectifs. On ne fait pas ça tout seul. On ne fait vraiment pas ça tout seul. Euh, et je ne vous empêche pas, hein, encore une fois, je ne vous décourage pas d'écrire en anglais. Je répète, moi-même, je le fais. Mais que vous choisissez d'écrire dans les langues majeures ou que vous voulez innover un peu, etc. Faites-le en collectif. Faites-vous discuter avec d'autres doctorants, avec des professeurs que vous connaissez sont assez ouverts, qui sont assez au courant des perspectives alternatives, etc. Mais le mot-clé, c'est collectif, collectif, collectif. Puis des fois, il faut passer par la coécriture. Ça, c'est extrêmement important aussi. Je vais aller dans On votre sens, minimise souvent. professeur. Je vais du coup faire de la pub pour la conférence de la fin. Puisque la conférence Mhm. de la fin, il y a des anglophones et des francophones. Oui. Il y a des doctorants, des professeurs qui sont du continent africain et en dehors. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas meilleure opportunité pour nouer des contacts, faire de la coopération, travailler ensemble, avoir une vision très plurielle au fait de la connaissance. Oui, allez-y. Avez-vous fini? Je vous ai interrompu. Non, 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 il n'y a pas de souci, je vous en prie. Désolée. Mais je vais continuer, Roland. Je vais vous donner d'autres pistes. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait dans notre revue, la revue de l'organisation responsable. Nous, on a pluralisé les formats. Hein? Donc, aux jeunes, ce que je propose, c'est de ne pas tout de suite viser l'article classique. L'article, ça c'est le plus difficile. Les revues habituellement offrent les opportunités de faire une recension de livres ou de faire des entretiens ou d'autres formats. Allez visiter leur site et vous allez trouver les différentes possibilités. Donc, il faut pas non plus ambitionner tout de suite aller vers les articles classiques. Hein. Recension là d'ouvrages, surtout d'un penseur africain, caribéen, et d'autres, je vous le conseille fortement. C'est, c'est la meilleure manière et en plus, vous rendez visible des perspectives peut-être mises en périphérie, à la marge. Donc, allez voir les revues, beaucoup de revues. Je pense que toutes les revues offrent la possibilité de faire de la recension. Donc, il faut saisir aussi cette opportunité de publier en différents formats. Oui. Très bien. Après, il y Prof a la... Serge, pardon Serge, je voulais revenir sur ce que dit prof Ramboarizata. Je crois que, Serge, je ne crois pas qu'on ait vraiment souvent conseillé ça sur la plateforme et c'est la première fois, je pense, qu'elle mentionne cette affaire de la recension des ouvrages. C'est vrai, c'est pas ce qui est compté
en tant que, enfin, pour notre progression de carrière. Moi, j'en ai fait en début de carrière parce que c'était aussi pour moi une façon de tester un peu l'eau, comme on dit en anglais. Et j'ai vraiment aimé l'exercice. C'est vrai que je n'ai pas continué, mais sur des numéros spéciaux, on a dû faire des recensions d'ouvrages d'auteurs africains pour vulgariser ça. Et je pense que vous avez parfaitement raison. Et on a une littérature qui est riche. Et il ne faut pas vraiment hésiter à faire ça aussi. Et je pense que les Mhm. revues sont très preneuses. Notamment pour nous qui sommes en comptabilité. Je sais que CCA fait de la recension d'ouvrages. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, par exemple, Mhm. mais c'est une opportunité aussi de voir. Ouais. Merci beaucoup ouais, pour la suggestion. Bien. On a la question d'Eric Aotonji qui vous demande, les revues classiques Neige ou ABS impose-t-elle un cadre théorique occidental qui rend difficile la validation des recherches ancrées dans la réalité du Cisco ADA ou du droit OADA? Non, moi, je parle en tant que co-éditrice en chef d'une revue classée FNEJ 2. Ah non, non, non. Au contraire. Bon, alors, là, notre revue a vraiment pris une orientation très explicite en faveur de recherche critique, plurielle, voilà, inclusive. Donc, non. Je vais vous dire, par contre, que si on est arrivé à être classé FNEJ 2, c'était un long travail très dur, attribuable pas seulement à nous, mais à nos prédécesseurs. C'est que voilà, le fardeau de la preuve qu'on est pertinent, qu'on est valide et tout, ça nous revient. Et c'est dommage qu'on ait à faire cette preuve, mais on doit la faire, donc on l'a faite. Mais non, donc nous, on est très fiers. Hein, c'était beaucoup de travail de faire la preuve que même en étant un peu plus dans l'alternatif, on mérite ce classement. Mais voilà. Donc, chez nous, au moins, je peux dire que non. C'est pas vrai qu'on doit être dans les perspectives dominantes. Par contre, la rigueur demeure la même. Hein. Ça, par contre, j'insiste là-dessus. Hein. Ça, on ne fait pas de compromis là-dessus. Hein. Parce que des fois, je pense qu'on ne me comprend pas très bien. Et il y en a qui pensent que l'alternative, c'est oh, tout le monde va là où il veut. Non, non. C'est- Il y a des consignes claires à suivre et on demeure dans la rigueur scientifique. Voilà. Merci, professeur. Et il y a je ne sais pas c'est qui demande, professeur, je voudrais savoir maintenant comment les chercheurs francophones vont-ils évoluer? Comment les chercheurs francophones vont-ils évoluer? Wow. D'abord, peut-être si j'insiste à dire que les chercheurs francophones sont très hétérogènes. Il ne faut pas les prendre comme un bloc homogènes. Là, les Canadiens ne sont pas les Guinéens, ne sont pas les Malagasy, ne sont pas... écoutez, il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres. Donc, si on parle de chercheurs francophones au Canada, je vais juste simplifier en vous disant, ils se débrouillent pas mal là, ils ont plusieurs privilèges. Maintenant, si l'on parle un peu plus de nos collègues euh, euh, en Afrique, comment ils vont évoluer? Je pense qu'il y a plusieurs étapes euh, difficiles. Hein. Ouais, on n'est pas dans un contexte favorable à la pluralité hein, et à l'alternative, mais je vous dirais, prenez le temps. Il y a une évolution possible si on prend le temps de aller voir ce que les autres francophones font. Et c'est ça souvent que l'on ne prend pas le temps de faire. Donc, notamment aller voir les lignes éditoriales des revues. Ce qui est dommage des fois, c'est quand les gens soumettent des manuscrits sans avoir lu les lignes éditoriales. Et là, avec la ligne éditoriale, il y a plusieurs opportunités possibles hein, d'orienter la publication, d'aller vers une revue plutôt que d'autres. Et des fois, on ne prend pas le temps d'aller se renseigner assez sur que privilégient certaines communautés francophones et leurs revues et leurs associations académiques, etc., etc. Donc, on a cet exercice-là à faire à l'intérieur de la francophonie si on veut évoluer, c'est de dialoguer entre nous, regarder entre nous qu'est-ce que les autres font. Il y a beaucoup de productions intéressantes. Il y a un ouvrage collectif déjà publié en 2016, coordonné par Piron sur la justice cognitive.
Il est en accès libre, l'ouvrage. Euh, Allez voir là-dedans. Elle, Piron et ses collègues nous racontent des expériences effectivement avec des doctorants de l'Afrique subsaharienne, d'Haïti et du Canada aussi, donc des francophones de différentes origines, comment ils ont fait pour essayer de développer des contre-stratégies hégémoniques, hein, pas seulement linguistiques, mais vraiment de mettre de l'avant les perspectives à la marge. Donc, au moins, allez voir cet ouvrage-là que vous n'avez pas besoin d'acheter parce qu'il est en libre accès. Donc, mot-clé, justice cognitive, Piron. Je ne me souviens pas du prénom de la collègue, mais c'est vraiment une perle, cet ouvrage-là. Donc, j'espère avoir répondu à la question en vous référant à cet ouvrage-là. Là-dedans, vous allez trouver des manières de, effectivement, des petites stratégies de publication en accès libre, parce que ça, c'est un autre enjeu, là, l'accès libre, la science ouverte et tout, là, ça, on peut faire notre atelier seulement sur ça. Puis, l'accès à la connaissance, je sais, en Afrique, tout le monde n'est pas abonné aux revues parce que c'est cher. Les universités même n'ont pas les moyens de faire abonner les collègues. Donc, voilà, c'est tout un enjeu. Mais Piron parle de cela. Puis, je pense que l'équipe de Piron a même mis en place une plateforme où les doctorants francophones peuvent mettre une synthèse de leurs travaux, donc qui rendent visibles leurs travaux. Ce n'est pas une revue, mais c'est une plateforme qui a quand même sa valeur pour ceux qui veulent voir leur travail être diffusé. Et ça inclut des travaux dans des langues locales. Voilà. Donc, je vous invite à lire l'ouvrage électronique. Très bien, merci, professeur. Et on a ensuite la question de... Bon, j'ai une question sur le... Non, ça, c'est les paiements. Sûr? Il y a B71 Baïti Guillaume qui vous dit, parlant des perspectives futures en sens de gestion, la suppression de l'hégémonie linguistique fait-il partie? En fait-elle partie? Vu, Oh, vu je que cela pense encourage la pas, division. je pense pas qu'on en est là, parce que de toute façon, elle la supprimera pas. Je ris parce que le phénomène est tellement grand et énorme, puissant, et il n'arrête pas de se poursuivre. Non, non, on n'éliminera pas. Par contre, encore une fois, ce qui se fait, heureusement, c'est des petites stratégies contre-hégémoniques et par les académiques. Mais je dirais aussi que même en entreprise, il y a quand même, elles sont peut-être rares, mais moi, j'en ai vu à Madagascar des entreprises, mais il faut des leaders très, très convaincus, hein, et très bienveillants, des fondateurs d'entreprises, des PDG d'entreprises qui essayent effectivement d'enlever de plus en plus les barrières à l'embauche à cause de la langue, dépendamment des postes évidemment, etc. Donc il y a des choses qui se font et je pense qu'il faut faire de la recherche là-dessus. Rendre visibles ces expériences contre-hégémoniques-là, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans l'agenda de la recherche en gestion, ben, ça demeure marginal. Il faut être réaliste. Mais voilà, il y en a qui le font et tant mieux. Et le système est tellement énorme parce que là aussi, il y a la question à savoir si je fais ça, non seulement est-ce que ce sera valorisé de travailler sur l'hégémonie linguistique ou les hégémonies en général, mais habituellement, ces recherches-là sont longues. Ce sont des recherches qualitatives très longues. Quand tu veux parler à des acteurs à la marge, à des autochtones, ce sont des recherches vraiment longues, très qualitatives, donc pas nécessairement valorisées, hein. Voilà, on veut des choses très rapides souvent. Ouais. Très bien, merci, professeur. J'ai la question de... Oui, la question de Cédric. Cédric Moifou qui vous demande, dans votre analyse sur l'hégémonie linguistique, où situez-vous les langues locales africaines trouvées par Donc, les puissances coloniales? mais évidemment, ces langues-là se sont retrouvées. Les analyses étaient surtout faites par les sociolinguistes et les historiens. Calvé,
et d'autres, mais malheureusement, les langues locales étaient effacées, étaient exclues. Et pas seulement en Afrique, mais dans les Caraïbes aussi, hein, en Haïti, il y a même comme de l'autocensure. Et voilà, donc si on essaie dans la hiérarchie des langues, de situer où sont les langues locales, malheureusement, elles sont en périphérie, elles sont à la marge, malheureusement, parce que non seulement les acteurs hégémoniques du Nord les ont exclus, les ont effacés, mais même localement, les citoyens locaux ont comme internalisé cette injection qui vient du Nord de prioriser d'abord les langues internationales. Et ici, ce n'est pas une culpabilisation des acteurs locaux, hein, mais pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer dans l'académie, etc., ben, ils subissent cette injonction. Donc, ça fait en sorte que cette hiérarchisation se poursuit et les langues locales se trouvent toujours à la marge, malheureusement. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si, Et si. peut-être la remarque, j'aurais dû la faire au début pour ne pas vous mettre dans l'illusion. En fait, mon intervention aujourd'hui ne visait pas à amener une recette pour vaincre l'hégémonie linguistique. J'en ai pas la recette pour vaincre l'hégémonie linguistique, mais encore une fois, je pense que au moins en parler, en débattre, c'est un pas en avant, surtout en gestion. J'ai une main levée. Il y a encore. On finit une dernière question, ensuite on prend la main levée, si tu veux bien, Conan. Il y a Roland Onana qui vous dit le choix d'une hégémonie A pour notre hégémonie B, que ce soit l'anglais ou le français, n'est-il pas lié, ce choix-là, à la colonisation? Bien sûr, directement. Si je reviens à l'exemple que j'ai pris des pays francophones, c'est une contestation, en fait, le fait que les jeunes se tournent vers d'autres langues hégémoniques. Oui, il y a d'autres raisons, hein, les raisons économiques, de carrière, etc. Mais quand on prolonge l'analyse, c'est une façon pour eux aussi de contester l'hégémonie française chez eux, parce que c'était des colonies françaises et je pense que beaucoup ici, en tant que francophones, africains francophones, nous savons à quel point on a une relation amour-haine avec la France quand on est dans les pays africains sahariens. Donc oui, moi je le vois encore une fois, je répète mon exemple que je connais le mieux, je vois beaucoup cela à Madagascar. C'est une façon de contester, de montrer qu'on oh oui, on est capable aussi d'être avec d'autres là, parce que nous, on en a assez de l'influence française. Très bien. Il y a une main levée. On va prendre la question de Conan. Je te laisse. C'est Jean-Roger Nguema Mbega. Oui, bonsoir. J'espère que vous me suivez. Là, j'avais quelques problèmes de micro. Je pense que Oui, c'est oui, on bon, vous entend merci. bien. Euh, D'accord, merci beaucoup. Déjà, merci aux organisateurs pour le choix du thème. Lorsque j'ai vu ce thème, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que vous avez apporté beaucoup de réponses, professeur, à cela. Donc, ce que j'ai retenu globalement, c'est que c'est un thème aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est complexe et il faudrait mettre assez d'accent et il y a beaucoup de perspectives de recherche. Bon, mon intervention porte sur... Bon, je vais peut-être prendre la décolonialité. Lorsqu'on est dans la décolonialité, on se rend compte d'une chose, c'est que on doit apporter une réflexion qui nous permettra de sortir un peu d'une certaine hégémonie. Donc, l'hégémonie linguistique telle qu'elle est présentée là, est-ce que, parce que j'avais aussi cette question du jeune qui a posé la question de savoir, est-ce que finalement on peut sortir, comment est-ce que le jeune chercheur doit-il procéder pour sortir de ce cadre-là? Mais je ne sais pas ce que vous pensez des deux propositions que j'ai formulées. La première, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt à une hégémonie au sens théorique? C'est-à-dire quoi? Proposer des cadres théoriques d'auteurs africains. Je pense que Conan et Serge ont mené une réflexion en utilisant le cadre théorique de Kwame Nkrumah, le conscientisme.
qui est dans l'hégémonie, si on peut appeler en langue française. Est-ce qu'on ne peut donc pas partir de là pour chercher d'autres concepts francophones proposés par les auteurs africains pour valoriser, comme Aziz Alagissi l'a proposé depuis 2024, des réflexions et au-delà même les langues africaines, comme certains mots comme le Muntu ou l'Ubuntu, des mots spécifiquement africains, mais qui peuvent permettre d'avoir une certaine hégémonie à l'africaine. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on ne peut pas penser également à proposer une valorisation des revues de premier rang francophone? Je cite le cas de CCA, qui devrait peut-être batailler pour arriver au rang 1. Peut-être que finalement l'hégémonie anglo-saxonne tient finalement à cette position de premier rang, parce qu'à ma connaissance, il n'y aurait pas une revue francophone puis classée rang 1. Donc voilà un peu quelques réflexions que je voudrais que vous puissiez nous apporter. Merci beaucoup, professeur, pour vos interventions et à bientôt. Merci. Vos deux questions sont vraiment, vraiment intéressantes et merci de les avoir posées. Je vais commencer par la deuxième. Alors, qui devrait batailler? Nous, on a essayé. On est une revue classée FNEJ, comme je l'ai dit, et je ne sais que trop bien là. Je connais bien cet enjeu de l'inaccessibilité au rang 1 des revues francophones. Nous, on s'est prononcé là-dessus. On a envoyé notre lettre, on s'est fait appuyer par notre association académique qui est le RIOD. Bon, donc, le côté positif, c'est qu'on s'est bataillé. Ouais, donc pour répondre directement à votre question, qui doivent se batailler, ben, ce sont les éditeurs de revues, ce sont les associations académiques. Mais ce que je peux quand même vous dire c'est que malheureusement, c'est une bataille assez épuisante qui ne peut pas être portée par quelques-uns seulement. C'est très politique, hein. Ça demande du temps. Au début de ma présentation, j'ai dit, ça exige qu'on soit déjà à un stade assez avancé de sa carrière. On ne se met pas à être un activiste académique quand on est en début de carrière parce que c'est lourd à porter et il y a des risques. Il y a des risques quand on va encore demander des statuts, certains statuts quand on n'est pas encore titulaire, etc. Donc, je pense que la question n'est pas qui devront batailler. On sait qui devront batailler, mais est-ce qu'ils sont assez supportés? Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Bon, la question varie d'une association académique à une autre, d'une revue académique à une autre, mais l'engagement est là. Moi, je vois avec mes collègues, l'engagement est là, la conviction est là, mais des fois, il y en a qui finissent en burn-out, hein. Faut le dire, il y a beaucoup de profs qui finissent en burn-out parce qu'ils ont trop bataillé. Donc, voilà, je retourne à mon propos initial, c'est un problème tellement complexe et systémique, hein, que tant que le système n'appuie pas les enseignants-chercheurs qui proposent des visions alternatives, ben, malheureusement, ça va épuiser ces profs-là individuellement ou en collectif. Pour la deuxième question, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je reviens à un propos que j'ai énoncé dans ma présentation qui était de dire, c'est tout au long du processus de recherche, c'est pas seulement au moment de la diffusion que la recherche doit être valorisée, que la recherche doit contester, que le chercheur doit contester les hégémonies. On peut bien le faire dans le choix de cadre, effectivement. Nous, c'est ce qu'on fait souvent avec mes collègues. On continue à publier en anglais, mais en rendant visibles des perspectives moins connues. Par exemple, avec ma collègue péruvienne, Sonia Teo Rosa, elle apporte aussi beaucoup de perspectives, les épistémologies des Suds, les approches des technologies sociales, et avec d'autres collègues aussi, les perspectives autochtones, mais on publie pareil dans les revues en anglais ou en français, mais on met de l'avant
on rend visible des perspectives, des méthodes mises souvent à la marge. Donc oui, l'apport ou la résistance à l'hégémonie linguistique pourrait être dans le choix du cadre, le choix de penseurs qu'on met de l'avant. Et ça, dans le processus de recherche, c'est dans l'écriture même, dans l'élaboration de l'argument, dans le style, etc. À la fin, ça va être publié en anglais ou en français. Mais on résiste à l'hégémonie en apportant une vision du monde différente, une langue au sens large différente. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quand j'avais nommé les revues un peu plus tôt, là, avec leur logo, c'était ça ce que je voulais dire, que ces revues-là, même si ce sont des revues en langue française et langue anglaise, ils ont quand même laissé la porte ouverte à des collègues qui sont très actifs dans le développement conceptuel inspiré des théories décoloniales, autochtones, féministes, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je crois que David Yann Kwame avait tenté de lever la main. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais j'avais vu Oui, il me sa semble main qu'il avait une main flasher. levée juste avant la pause Ouais, de ouais, la première partie, il avait une main levée. OK. ouais. Oui. Donc, David Yann Kwame, Est-ce qu'il allez-y si est-ce vous qu'il est aviez une toujours main avec levée. nous? Je pense, ouais. Oui, Oh. non, on ne vous entend pas du tout. Vous avez un problème de micro peut-être? Alors, il y a quelque chose dans le chat. On va, comme l'a si bien dit la prof, c'est déjà un bon cadre que l'AFA a mis en place avec ce creuset qui va progressivement inverser les choses. OK, c'est juste un commentaire sur ce que vous étiez en train de dire sur la question du collectif. Ah, je pense que David Yann Kwame tente d'essayer de parler. Donc, vous avez Jean-Roger qui avait posé la question précédente, prof, qui vous dit merci dans le chat. Euh, Prof, je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit sur la question de Jean-Roger. Effectivement, je pense que Serge et moi, c'est la stratégie que nous avons adoptée. Euh, c'est que moi, je parle baoulé et je sais que Serge comprend des mots de baoulé, mais il se trouve que par un pur hasard, on a grandi dans une région de la Côte d'Ivoire qui parle plutôt gouro. Et moi, je comprends pas nécessairement gouro, mais quand on parle gouro, je sais que c'est gouro. Donc, c'est très difficile pour nous d'écrire peut-être en baoulé et dans d'autres langues africaines, mais euh, la stratégie qu'on a adoptée, effectivement, comme le disait Jean-Roger, c'est de dire, nous, on va tenter de ramener des théoriciens africains. Mhm. Et à partir de ça, voilà, porter finalement, donc je dirais que finalement, de l'hégémonie de la langue, il y a une sorte d'hégémonie des idées aussi. L'hégémonie de la langue est peut-être liée Exact. à l'hégémonie des idées et nous, on tente d'apporter de nouvelles idées par cette voie-là. Maintenant, il y a aussi une deuxième voie sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Il me semble que c'est peut-être beaucoup plus facile d'avoir ce type de conversation dans les perspectives critiques. Évidemment, Beaucoup oui. plus que, voilà, beaucoup plus que on va dire, ce qu'on appelle le mainstream, comment on pourrait traduire ça en français, dans les perspectives dominantes. Bon, quel est Oui, votre oui, avis oui. là-dessus et quelle stratégie dans les perspectives dominantes on pourrait éventuellement aussi adopter? Voilà un peu ma question. Ouh, la deuxième question est difficile parce que, pour être honnête avec Mhm. vous, je ne l'ai pas fait souvent. Mhm. Souvent, et peut-être que c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir pour le futur, mais souvent, je présente ou je converse avec soit des collectifs que je connais déjà, qui sont déjà acquis à la cause, soit comme ici, j'étais pas sûre si on aurait beaucoup de gens déjà acquis à la cause, mais je me dis c'est en contexte africain,
il y a déjà une certaine connaissance au moins de l'enjeu. Et voilà, donc ce n'est pas un terrain trop risqué. Mais donc, je n'ai pas de réponse à la question comment on fait ça dans un cadre plus large, surtout mainstream. Je ne sais pas trop, je ne l'ai pas fait souvent, mais oui, c'est bien plus facile d'être entre personnes critiques, ouvertes à d'autres perspectives. Et je pense que pour les gens qui veulent faire pareil, pas la recette, la clé, c'est aussi de démontrer que c'est pas seulement de la contestation qu'on fait, hein, c'est pas seulement du dévoilement de ce qui marche pas. Cette posture critique, pluraliste, alternative amène aussi à découvrir des idées, des façons de faire et même des façons de s'organiser en entreprise qui sont innovatrices, mais qui n'étaient pas visibles à cause de différentes barrières. Donc, voilà, qu'on parle de petites entreprises, d'entrepreneuriat féminin, de transition écologique en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans les entreprises. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ne sont pas visibles à cause des différentes barrières qu'on a mentionnées dans ma présentation de ce matin. Mais il y a vraiment beaucoup d'expérimentation et d'expériences dans ces communautés-là qui méritent d'être étudiées, mises en valeur, et même si c'est lent et même si c'est dans des langues qui ont besoin d'être traduites pour les observations, les entretiens avec les répondants, mais il y a des choses intéressantes qui se passent et qui peuvent être importantes à démontrer. C'est ça qui est positif, c'est de démontrer que on apporte aussi des visions qui visent le changement pour du positif dans le monde et dans les entreprises. C'est pas seulement s'apitoyer sur le problème là. Serge, j'ai conscience du temps. On a passé notre temps de 4 minutes. Donc, qu'est-ce que tu... Bravo. Je sais pas, je sais pas s'il y a C'est la encore, prof? Oui, on peut prendre encore quelques questions et on arrête là. ok. Ou- Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Euh, du côté d'Adélaïde, là-bas, je ne sais pas si... Adélaïde, est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on n'a pas vues peut-être dans le chat? Non, je n'ai rien vu de nouveau. Ok. Il n'y a pas de main levée non plus. Bon, ben, donc, Serge, on va à la conclusion, c'est ça? Oui, donc on vous remercie beaucoup, professeur, pour avoir animé notre atelier aujourd'hui. Et il me semble que c'est notre premier rendez-vous, il y en aura un deuxième. Très bien. Merci Oui, beaucoup. oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Mais au mois de mai, hein, on est bien d'accord, hein, c'est Au au mois mois de de C'est ça, mai. mai, oui, oui. donc les Euh, participants, la professeure Rambo Arizata sera avec nous au mois de mai pour un autre atelier. Oui, Elle va oui. animer un autre atelier Là, au mois c'est de mai. vraiment mon chapeau de co-rédactrice de revue que je vais porter à ce moment-là. Ouais. Très mm, bien. mm. Ah, Donc, professeur, est-ce que vous pouvez afficher votre page de présentation? On va faire quelques photos pour le LinkedIn. Ah, ok. Voilà, pour le LinkedIn. Celui Merci qui était, beaucoup. attendez, page de présentation qui était, La page de garde, et comme ah, ça, je vais ok, faire une photo. attendez. La page de garde, vous mettez choisissez la fenêtre, vous mettez ça en plein écran et ensuite, on va prendre les participants. Ah, est-ce que j'ai fermé mon... Ah, ok. Juste un instant, je suis toujours maladroite Ah non, non, avec, non, non, il n'y a pas de, Teams. y a pas de problème. Écran, fenêtre ou onglet. Fenêtre, c'est ça. Partager. Je le mets en plein écran et je retourne à la page ici. La première, parfait, ouais, parfait. c'est ça. Ouais. Oui, donc moi, je vais faire des captures d'écran. Parfait. Parfait, j'en ai une. Et les participants, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît? On va faire quelques photos.
Prof, vous pouvez maintenant enlever le plein écran. Vous pouvez enlever votre présentation, comme ça je vais voir. Parfait. Oui, donc pendant ce temps, prof, vous pouvez voir dans le chat. Donc, merci infiniment, cher prof, pour votre brillante intervention et à tous les participants pour les contributions. Voilà, donc premier Merci à petit vous message tous, c'est d'encouragement. vraiment apprécié. Mhm. Donc, je prends la deuxième photo et la dernière page, parce que j'ai une page. Pendant que Serge fait ça, n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre la parole. Serge, ils peuvent décrocher leur micro eux-mêmes hein, pour Oui, actuellement. C'est oui, ça. les Hein? micros sont Ouais. ouverts. Ils peuvent. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Pour terminer. Il est vrai que nous sommes en compta et en finance, mais on voit très bien que les questions discutées, les angles d'appui que apporte la prof Ramboarizata peuvent aussi nous aider à questionner notre discipline, notre champ disciplinaire. Euh, et donc, c'est en cela que c'est très intéressant, en fait, dans le fond, finalement. Oui. En fait, comme je le dis souvent, en finance et en comptabilité, euh, on compte et on compte COMPTE et compte CONTE. Donc, c'est indissociable de la langue, là. Compter, compter, c'est... Vous avez raison. OK, C'est bon pour c'est bon pour moi. toi? Oui. Oui. Alors, En tout- est-ce qu'on a passé le lien pour le feedback, le lien pour votre retour sur cet atelier d'aujourd'hui? C'est vrai que j'ai pas Je- mis ce lien-là et la petite enquête. ouais, ouais, la petite enquête le petit retour. Ouais. Attendez 2 secondes, ne partez pas. Je vais vous Mhm. demander juste. Il n'y a que 2 questions. Enquête. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet Moi, atelier? je n'ai Et pas vu. Ouais, non, c'est pas encore arrivé. Voilà, là, c'est arrivé. Là, ça vient d'arriver. Vous Non, avez les non. liens là. OK. Bon, donc, prof Ramboarizata, encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe du comité d'organisation, Adelaide Gaga, Serge Abodjo et moi-même, au nom de toute la grande association AFA, dont le vice-président était là en début de propos, on voudrait vraiment vous dire merci. Et pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir eu. Et je pense que vous avez compris l'esprit de ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter de la science par la communauté elle-même, parce que on s'était rendu compte que dans la communauté, il y avait des gens qui faisaient aussi des choses assez brillantes